Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Il a retrouvé son sang-froid. Et cette fois, il arrive à activer la reconnaissance vocale. Il ne perd pas de temps, s'assoit devant le poste 3 et s'identifie sur le parapluie de débit. Le message qu'il envoie à Hodges est bref et direct. « Je vais te tuer. Tu me verras pas arriver. » « T'étais au téléphone avec ton amie du département des archives ?» demande Janet. « Marlo Everett, ouais. Elle est toujours en avance au boulot. Pete Huntley, mon ancien coéquipier, jurait que c'était parce qu'elle ne partait jamais. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as servi comme salade ?»« Que plusieurs de mes voisins avaient repéré un type en train d'essayer des voitures pour voir si elles étaient verrouillées, et qu'il me semblait me souvenir d'une série de braquages en centre-ville il y a quelques années, et que le coupable n'avait jamais été appréhendé. » Et ce truc sur devenir un tonton, ça veut dire quoi? Les tontons sont des flics à la retraite qui n'arrivent pas à lâcher le boulot. Ils appellent Marlo pour qu'elle vérifie les plaques d'immatriculation de voitures qui leur ont paru suspectes pour une raison ou pour une autre. Ou il se peut que, tombant sur des gars qui ont l'air louches, ils se sentent plus pissés et leur réclament leur papier d'identité. Ensuite, ils appellent Marlo pour qu'elle recherche des antécédents d'arrestation. Ça la gêne pas? Oh, elle se plaint pour la forme, mais je pense pas, non. Kenny Chase, un vieux de la vieille, a appelé le 6-5 il y a quelques années. Un nouveau code pour les comportements suspects mis en place depuis le 11 septembre. Le type qui l'avait épinglé n'était pas un terroriste, juste un fugitif qui avait assassiné toute sa famille au Kansas en 1987. Waouh, il a eu une médaille? Non, juste un bravo. Et c'est tout ce qu'il souhaitait. Il est mort 6 ou 7 mois plus tard. Bouffer son flingue, voilà ce qu'il avait fait. Appuyer sur la gâchette avant que son cancer du poumon ne progresse trop. Le portable de Hodges sonne. La sonnerie est étouffée, car il l'a une fois de plus laissé dans sa boîte à gants. Janet le repêche et le lui tend, un sourire légèrement ironique aux lèvres. « Hé, Marlo, c'était rapide. Qu'est-ce que t'as pour moi ?» Il écoute, approuvant de la tête ce qu'il entend au bout du fil, ponctuant de quelques sans jamais perdre de vue le flot intense de la circulation matinale. Il remercie Marlo et raccroche, mais quand il veut repasser son Nokia à Janet, elle secoue la tête. « Mets-le dans ta poche. Quelqu'un d'autre pourrait essayer de t'appeler. Je sais que c'est un concept étrange pour toi, mais essaie de t'y faire. Qu'est-ce que t'as trouvé ?» Une douzaine de véhicules cambriolés en centre-ville à compter de septembre 2007. Peut-être plus, selon Marlo. Les gens qui n'ont perdu aucun bien de valeur ont tendance à ne pas déclarer les vols. Certains ne réalisent même pas qu'ils ont été cambriolés. La dernière déclaration remonte à mars 2009, moins de 3 semaines avant le massacre du City Center. C'est notre type, Janet, j'en suis sûr. On est en train de remonter jusqu'à lui, ce qui veut dire qu'on se rapproche. Bien. Je pense qu'on va le trouver. Et si on le trouve, on laisse ton avocat, Sharon, prendre le relais avec Pete Huntley qui s'occupera de la suite. On est toujours bien d'accord là-dessus, hein? Oui, mais en attendant, il est à nous. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Absolument. Il descend maintenant Lake Avenue et trouve une place juste devant l'immeuble de la défunte Mrs. Wharton. Quand la chance tourne, elle tourne. Hodges fait sa manœuvre, se demandant combien de fois Olivia Trelawney a pu utiliser cette même place. Janet regarde sa montre avec inquiétude, pendant que Hodges met des sous dans le parc-mètre. « T'inquiète, dit-il, on a encore plein de temps devant nous. » Alors qu'elle se dirige vers la porte, Hodges appuie sur sa clé pour verrouiller la voiture. Il n'y pense même pas. Ce à quoi il pense, c'est Mr. Mercedes. Question de réflexe. Il empoche sa clé et se dépêche de rattraper Janet pour lui tenir la porte. Il se dit « Je suis en train de devenir un gogo », puis ajoute « Et alors ?» 5 minutes plus tard, une Subaru couleur boue descend Lake Avenue. Elle ralentit presque jusqu'à l'arrêt quand elle passe à côté de la Toyota de Hodges, puis Brady met son clignotant à gauche et s'engage dans le parking couvert de l'autre côté de la rue. Il y a plein de places libres au 1er et 2e étage, mais aucune donnant sur l'extérieur, donc aucune d'un grand intérêt. Il trouve ce qu'il veut au 3e étage presque désert. Une place côté est du parking,
donnant directement sur Lake Avenue. Il se gare, marche jusqu'au garde-fou en béton et regarde la Toyota de Hodges de l'autre côté de la rue. Il évalue la distance à une 60aine de mètres à peu près, sans absolument rien en travers pour bloquer le signal. C'est du gâteau pour truc 2. Ayant du temps à tuer, Brady retourne à sa voiture, allume son iPad et va explorer le site du MAC. L'auditorium Mingo est la plus grande salle du complexe. Logique, se dit Brady, vu que c'est sûrement la seule salle qui rapporte du fric. L'orchestre symphonique de la ville y est programmé tout l'hiver, plus quelques ballets, conférences et autres merdes snobinardes dans le genre. Mais de juin à août, le Mingo est presque exclusivement dédié à la musique pop. Selon le site, le concert des Round Here sera suivi par le festival d'été de la chanson avec une cavalcade de stars comprenant les Eagles, Sting, John Mellencamp, Alan Jackson, Paul Simon et Bruce Springsteen. Plutôt pas mal. Mais Brady se dit que les gens qui ont acheté le pass complet risquent d'être déçus. Il n'y aura qu'un seul concert au Mingo cet été. Un concert rapide, clôturé par une petite chanson punk ayant pour titre « Crevez tous, bande de fils de pute inutiles ». L'auditorium aurait une capacité de 4500 places. Et apparemment, le concert des Round Here serait complet. Brady appelle Shirley Horton au dépôt. Se pinçant à nouveau les narines, il lui dit qu'elle ferait mieux de prévenir Rudy Stanhope qu'il risque d'avoir besoin de lui pour la fin de la semaine, qu'il essaiera d'être là jeudi ou vendredi, mais qu'il ne vaut mieux pas compter sur lui. Il a la grippe. Comme il s'en doutait, le mot effraie Shirley. « Ne mets pas les pieds ici sans un mot du médecin disant que tu n'es plus contagieux. Tu peux pas vendre des glaces aux enfants si t'as la grippe. »« Je sais, » dit Brady avec son nez bouché. « Je suis désolé, Shirley. Je crois que c'est ma mère qui me l'a refilé. J'ai dû la mettre au lit. » Ça le fait bien marrer intérieurement, et ses lèvres se mettent à trembler. « Bon, prends bien soin de... Faut que j'y aille, » dit-il. Et il raccroche juste avant qu'un autre accès d'hystérie ne le reprenne. Oui, il avait bien dû mettre sa mère au lit. Et oui, elle avait la grippe. Pas la grippe porcine, ni la grippe aviaire, mais une nouvelle souche du virus appelée la grippe Gopher. Brady hurle de rire et frappe son tableau de bord du poing, si fort qu'il se fait mal à la main, ce qui le fait rire de plus belle. Son fou rire se prolonge jusqu'à ce qu'il en ait mal au ventre et ressente comme une envie de vomir. Il commence tout juste à se calmer quand il voit la porte de l'immeuble s'ouvrir de l'autre côté de la rue. Brady s'empare de truc 2 et pousse le bouton sur « On ». La lumière jaune s'allume. Il déplie la petite antenne, il sort de la voiture, plus du tout hilar, et se glisse jusqu'au garde-fou à nouveau, faisant bien attention à rester dans l'ombre du pilier le plus proche. Il positionne son pouce sur l'interrupteur à bascule et braque truc 2 vers la rue, mais pas vers la Toyota. Il vise Hodges, qui est en train de fouiller dans sa poche. La blonde est à ses côtés, dans le même tailleur-pantalon qu'avant, mais avec des chaussures et un sac à main différents. Hodges sort ses clés. Brady appuie sur l'interrupteur à bascule et la lumière jaune passe au vert. Les phares de la voiture de Hodges clignotent. Au même moment, le bouton lumineux vert de truc 2 clignote une seule fois. L'appareil a capté et enregistré le code EPSC de la Toyota, tout comme il avait capté le code de la Mercedes de Mrs. Trelawney. Brady a utilisé truc 2 pendant 2 ans, subtilisant des codes EPSC et cambriolant des voitures à la recherche d'argent et d'objets de valeur. Les recettes rapportées par ces entreprises étaient irrégulières, mais le frisson était toujours au rendez-vous. La première idée qu'il avait eue en trouvant la clé de rechange dans la boîte à gants de Mrs. Trelawney, elle était dans un sachet en plastique avec le manuel d'utilisation et la carte grise, avait été de voler la voiture et de partir en virée à travers la ville. La mocher un peu, juste pour le plaisir. Peut-être lacérer le cuir. Mais son instinct lui avait dit de tout laisser en l'état, que la Mercedes pouvait avoir un plus grand rôle à jouer. Et ça n'avait pas loupé. Brady saute dans sa voiture et range truc 2 dans sa boîte à gants à lui. Il est très satisfait du travail qu'il a accompli ce matin. Mais la matinée n'est pas encore terminée. Hodges
et la sœur d'Olivia vont rendre une visite. Brady aussi a une visite à faire. Le Mac devrait être ouvert à l'heure qu'il est, et il a envie d'aller y faire un tour, voir un peu le système de sécurité qu'ils ont, repérer les caméras. Brady se dit « Je vais trouver le moyen d'entrer. J'ai du bol. » Il faut aussi qu'il aille sur Internet se trouver une place pour le concert de jeudi soir. Plein de choses à faire. Il se met à siffloter. Hodges et Janet entrent dans le petit salon repos éternel des pompes funèbres Soames à 10h moins le quart. Et grâce à Janet qui les a fait se dépêcher, ils sont les premiers arrivés. La moitié supérieure du cercueil est ouverte. La partie inférieure est couverte d'une étole de soie bleue. Elizabeth Wharton porte une robe blanche à fleurettes bleues assortie à l'étole. Elle a les yeux fermés. Ses joues sont roses. Janet descend précipitamment l'allée qui sépare les rangées de chaises pliantes, jette un coup d'œil rapide à sa mère et fait aussitôt demi-tour. Ses lèvres tremblent. Oncle Henry peut bien dire que la crémation est un truc de païen, mais c'est ce putain de cercueil ouvert le vrai rituel païen. On dirait pas ma mère. On dirait une pièce de musée empaillée. Alors pourquoi? C'est le marché que j'ai accepté pour que oncle Henry arrête de me bassiner avec l'incinération. Espérons qu'il ne regarde pas sous le tissu et ne voit pas que le cercueil est en carton gris métallisé, pour que ça... Tu sais. Je sais, dit Hodges en passant son bras autour d'elle. Les amis de la défunte entrent les uns après les autres, précédés par Althea Green, l'infirmière de Mrs. Wharton, et par Mrs. Harris, sa femme de ménage. À environ 10h20, un retard savamment calculé selon Hodges, tante Charlotte arrive au bras de son frère. Oncle Henry l'accompagne le long de l'allée, jette un bref coup d'œil au cadavre, puis se recule. Tante Charlotte regarde fixement le visage de sa sœur, puis se penche et embrasse les lèvres de la morte. D'une voix à peine audible, elle dit « Oh, ma sœur, ma sœur !» Pour la première fois, depuis qu'il l'a rencontrée, Hodges ressent autre chose que de l'irritation envers elle. Il y a un peu d'agitation, quelques bavardages discrets, de petits éclats de rire çà et là. Janet fait la tournée des invités, échangeant un mot avec chacun. Ils ne sont pas plus d'une dizaine, tous de l'espèce des jeunes vieillards, comme les appelle la fille de Hodges, remplissant son devoir consciencieusement. Oncle Henry l'accompagne, et au moment où Janet commence à craquer, elle est en train de réconforter Mrs. Green, il passe un bras autour de ses épaules. Hodges est heureux de voir ça. Les liens du sang parlent. Dans des moments pareils, c'est presque toujours le cas. C'est un peu Hodges l'intrus ici. Alors il décide d'aller prendre l'air. Il reste sur le perron un instant, passant en revue les voitures garées de l'autre côté de la rue, cherchant un homme assis tout seul à son volant. Il ne voit personne, et s'avise qu'il n'a toujours pas vu Holly la marmonneuse non plus. Il flâne jusqu'au parking visiteur, et la voilà, assise sur les marches de derrière. Elle porte une robe marron terriblement peu flatteuse qui lui arrive au niveau des tibias. Ses cheveux sont rassemblés en 2 macarons, tout aussi peu flatteurs, de chaque côté de la tête. Hodges trouve qu'elle ressemble à Princesse Leia après 1 an de régime Karen Carpenter. Holly aperçoit son ombre sur le sol, sursaute et cache quelque chose dans sa main. En s'approchant, il comprend que l'objet caché est une cigarette à demi fumée. Elle lui adresse un regard réservé et inquiet. Hodges trouve que c'est un regard de chien qui aurait reçu trop de coups de journal pour avoir fait pipi sous la table de la cuisine. « Ne le dites pas à ma mère, elle croit que j'ai arrêté. »« Vous pouvez compter sur moi, » lui répond Hodges, se disant que Holly n'a plus l'âge de se soucier de ce que pense sa mère de ce qui est probablement son unique mauvaise habitude. « Vous me prêtez un bout de marche ?»« Vous ne devriez pas être à l'intérieur avec Janet ?» Mais elle se décale quand même pour lui faire de la place. « J'avais besoin d'air. Excepté Janet, je ne connais absolument personne. » Elle l'examine avec la franche curiosité d'un enfant. « Est-ce que vous et ma cousine êtes amants ?» Il est gêné, non pas par la question, mais par l'irrationnelle envie de rire que cela suscite en lui. Il regrette un peu maintenant de ne pas l'avoir laissé fumer sa cigarette illicite dans son coin. « Eh bien, dit-il, disons que nous sommes de bons amis.
Peut-être que nous devrions en rester là. Elle hausse les épaules et recrache la fumée par les narines. Moi, ça me gêne pas. Je pense qu'une femme devrait avoir des amants si elle en ressent l'envie. Personnellement, je n'en ressens pas l'envie. Les hommes ne m'intéressent pas. Non pas que je sois lesbienne, ne croyez pas ça. J'écris de la poésie. Ah oui, c'est vrai? Oui. Et sans transition, comme si tout ça avait un lien. Ma mère n'aime pas Jeannet. Vraiment? Elle pense qu'elle n'aurait pas dû hériter de tout l'argent d'Olivia. Elle dit que ce n'est pas juste. C'est probablement vrai, mais moi personnellement je m'en fiche. La façon qu'elle a de se mordre les lèvres envahit Hodges d'une troublante sensation de déjà-vu, et il ne lui faut pas plus d'une seconde pour réaliser pourquoi. Olivia Trelawney faisait la même chose durant les interrogatoires. Les liens du sang parlent, presque à tous les coups. « Vous n'êtes pas encore entré ?» dit-il. « Non, et je n'entrerai pas. Et c'est pas elle qui me forcera. J'ai jamais vu de mort et je ne commencerai certainement pas aujourd'hui. Ça me filerait des cauchemars. » Elle écrase sa cigarette sur le rebord de la marche, férocement, la broyant jusqu'à ce que les dernières étincelles volent et que le filtre se déchire. Son visage est aussi pâle que du verre dépoli. Elle s'est mise à trembler. Ses genoux s'entrechoquent presque. Et si elle n'arrête pas de la mordre, sa lèvre inférieure va finir par saigner. « C'est ça le plus dur, » dit-elle. Et elle ne marmonne plus. Au contraire, si elle continue d'élever la voix comme ça, elle va bientôt hurler. « C'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur, c'est ça le plus dur !» Il passe un bras autour de ses épaules frémissantes. L'espace d'un instant, le frisson se mue en spasme général. Il s'attend carrément à ce qu'elle s'enfuit, s'attardant peut-être juste assez longtemps pour le traiter de satire et lui en coller une. Puis les tremblements diminuent, et elle pose même sa tête sur son épaule. Elle respire rapidement. « Vous avez raison, » dit-il. « C'est ça le plus dur. Ça ira mieux demain. » Est-ce que le cercueil sera fermé? Ouais. Il dira à Jeannet qu'il le faut, à moins qu'elle ne veuille que sa cousine reste une fois de plus assise dehors au milieu des corbillards. Holly le regarde avec ce même air de sincérité naïve. Elle a vraiment rien pour elle, se dit Hodges. Pas la moindre lueur d'intelligence. Pas un pet de jugeote. Il en viendra à regretter ce jugement, mais pour l'instant ses pensées sont de nouveau tournées vers Olivia Trelawney. Comment la presse l'avait traitée, et comment la police l'avait traitée, lui y compris. « Vous me le jurez? » « Oui. »« Croix de bois, croix de fer? » »« Si je mens, je vais en enfer. » Puis, repensant toujours à Olivia et à sa correspondance empoisonnée avec Mr. Mercedes, « Vous avez pris vos médicaments, Holly ?» Ses yeux s'agrandissent. « Comment vous savez que je prends du Lexapro? C'est elle qui vous l'a dit? » Personne ne m'a rien dit. Personne n'a eu besoin de me le dire. J'étais inspecteur dans la police, vous savez. Il resserre un peu le bras qu'il a passé autour de son épaule et la secoue doucement et gentiment. Répondez à ma question maintenant. Il est dans mon sac. Je l'ai pas pris aujourd'hui parce qu'il... Elle lâche un petit rire perçant. Parce qu'il me donne envie de faire pipi. Si je vais vous chercher un verre d'eau, vous le prendrez? Oui, pour vous. Toujours ce même regard innocent, le regard d'un petit enfant qui jauge un adulte. Je vous aime bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Jeannet a de la chance. J'ai jamais eu de chance dans ma vie. J'ai même jamais eu de petit ami. Je vais vous chercher de l'eau, dit Hodges en se levant. Au coin du bâtiment, il se retourne. Elle est en train d'essayer d'allumer une autre cigarette, mais elle a plutôt du mal, car ses tremblements sont revenus. Elle tient son briquet Bic à deux mains, comme un policier sur un stand de tir. De retour à l'intérieur, Jeannet lui demande où il était passé. Il le lui dit et demande si le cercueil pourra être fermé demain pour la cérémonie d'hommage à la défunte. « Je pense que c'est ton seul moyen de la faire entrer, » dit-il. Jeannet regarde sa tante, maintenant au centre d'un petit cercle de vieilles dames discutant toutes avec ferveur. « Cette conne n'a même pas remarqué que Holly n'est pas là, dit-elle. Tu sais quoi? Je viens de décider qu'il n'y aura même pas de cercueil demain. Je dirai au directeur des pompes funèbres de le mettre à l'arrière. Et si ça plaît pas à tante C, elle pourra aller se faire voir. Dis ça à Holly, ok? » Le directeur des pompes funèbres,
déambulant discrètement, invite Hodges à se rendre dans la pièce d'à côté où des boissons et quelques encas ont été disposés. Hodges y prend une bouteille d'eau d'Hassani et ressort sur le parking. Il transmet le message de Janet et reste assis avec Holly jusqu'à ce qu'elle prenne une de ces petites pilules blanches du bonheur. Une fois qu'elle l'a engloutie, elle sourit. « Je vous aime vraiment bien. » Alors, usant de ce splendide talent de flic formé à dire le bon mensonge au bon moment, Hodges répond chaleureusement. « Moi aussi je vous aime bien, Holly. » Le Midwest Art and Culture Center, alias le MAC, est appelé le Louvre du Midwest par les journaux et la chambre de commerce locale. Les habitants de la ville l'appellent le Louva. Le complexe occupe 2 hectares de terrain immobilier de premier choix en plein centre-ville et est dominé par un bâtiment circulaire qui évoque à Brady la soucoupe volante géante qui apparaît à la fin de Rencontres du troisième type. C'est l'auditorium Mingo. Il flâne aux alentours de la zone de dépôt, aussi hyperactive qu'une fourmilière un jour d'été. Des camions font des allers-retours incessants et des ouvriers déchargent tout un tas de trucs, y compris, étrange mais vrai, ce qui ressemble à des éléments de grande roue. Il y a aussi des fonds de scène, ils pensent que c'est comme ça que ça s'appelle, représentant un ciel étoilé et une plage de sable blanc avec des couples marchant main dans la main au bord de l'eau. Ils remarquent que tous les ouvriers portent des badges, soit autour du cou, soit clipsés au t-shirt. Pas bon. Il y a un poste de sécurité à l'entrée de la zone de dépôt, et ce n'est pas bon non plus. Mais Brady s'aventure quand même. Qui ne tente rien n'a rien. Il y a 2 agents de sécurité. L'un est à l'intérieur, bouffant un bagel, tout en contrôlant une demi-douzaine d'écrans de surveillance. Le deuxième sort pour intercepter Brady. Il porte des lunettes noires. Brady peut se voir dans ses verres, arborant un bon vieux sourire du genre « Dieu que tout ça est intéressant. »« Je peux vous aider, monsieur ?»« Je me demandais juste ce qui se passait, » répond Brady. Il montre du doigt. « On dirait une grande roue ?»« Gros concert jeudi soir, » lui dit le vigile. « Promo du nouvel album du groupe Randir. Des bisous sur la grande roue, je crois que ça s'appelle. »« Purée, ils sortent vraiment le grand jeu, on dirait, » s'émerveille Brady. Le vigile ricane. « Moins ils savent chanter, plus le show est impressionnant. Vous savez quoi? Quand on a eu Tony Bennett en septembre dernier, il n'y avait que lui sur scène. Il n'avait même pas de groupe. C'est l'orchestre symphonique qui l'accompagnait. Ça, c'était du concert. Pas des gamins qui gueulent. De la vraie musique. Sacré concept, hein? J'imagine que je peux pas aller jeter un coup d'œil, ou juste prendre une photo avec mon portable. Niet. Le vigile le regarde d'un peu trop près. Brady n'aime pas ça. En fait, vous n'êtes pas censé être là du tout, alors... Oui, bien sûr, je comprends, dit Brady en forçant son sourire. C'est l'heure de partir. Il n'y a rien pour lui ici de toute manière. S'il y a 2 types de services aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'il y en ait une demi-douzaine jeudi soir. Merci de m'avoir accordé un peu de temps. Pas de problème. Brady lève son pouce. Le crétin de gorille lui rend l'appareil, mais reste planté devant la porte du poste de sécurité, à le regarder s'éloigner. Il continue sa petite balade le long d'un parking immense et presque vide, qui sera complet le soir du concert des Round Here. Il ne sourit plus. Il pense à ces trous du cul de bougnoules qui ont fait exploser 2 avions de ligne dans le World Trade Center il y a 9 ans. Il se dit, sans le moindre soupçon d'ironie, ils ont tout gâché pour les suivants. 5 bonnes minutes de marche le mènent à la rangée de portes par lesquelles le public entrera jeudi soir. Il doit payer $5 de dons suggérés pour pouvoir entrer. Le hall est une voûte remplie d'échos d'amateurs d'art et de groupes scolaires. Droit devant, il y a la boutique de souvenirs. À gauche, un couloir mène à l'auditorium Mingo. Il est aussi large qu'une route à 2 voies. Au milieu, un pied en acier chromé supporte un écriteau indiquant « ni sac, ni contenant » et pas de détecteur de métaux. Il est possible qu'ils ne les aient pas encore installés, mais Brady est quasiment sûr qu'ils n'en utiliseront même pas. Il y aura probablement plus de 4000 personnes se pressant pour entrer, et des détecteurs de métaux bipant et sonnant de tous les côtés créeraient un embouteillage cauchemardesque. En revanche, il y aura moult agents de sécurité.
tous aussi suspicieux et zélés que ce mange-merde à lunettes noires de derrière. Un mec en doudoune matelassé par une douce soirée de juin attirerait l'attention directe. En fait, n'importe quel mec seul, sans une gamine avec des couettes en remorque, risquerait d'attirer l'attention. « Vous voulez bien me suivre, monsieur ?» Bien sûr, il pourrait très bien se faire exploser à ce moment-là et en déchiqueter une centaine ou plus. Mais ce n'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est rentrer à la maison, aller sur Internet, trouver le titre du dernier tube des Round Here et appuyer sur le bouton en plein milieu de la chanson quand les petites chéries seront en train de s'égosiller et de plus en pouvoir. Mais les obstacles sont colossaux. Planté là dans le hall du Mac, parmi tous ces retraités le nez dans leur guide et ces australopithèques de collégiens, Brady se dit « J'aimerais bien que Frankie soit encore en vie. S'il était encore en vie, je l'emmènerais avec moi au concert. Il serait juste assez stupide pour aimer. Je le laisserais même emporter Samy le camion de pompiers. » Cette pensée l'emplit d'une profonde et sincère tristesse. La tristesse qu'il ressent souvent quand il pense à Frankie. Peut-être que je ferais mieux de tuer le gros flic, me tuer et considérer ma carrière comme accomplie. Se frottant les tempes où une de ses migraines commence à poindre, et maintenant il n'y a plus de moment pour les soulager, Brady erre dans le hall et dans la galerie d'art Arlo Floyd, où une grande banderole annonce que juin est le mois de Manet. Il ne sait pas exactement qui était Manet, probablement un autre de ces vieux peintres français comme Van Gogh, mais certaines de ses toiles sont excellentes. Les natures mortes le laissent froid. Pourquoi diable aller perdre son temps à peindre un melon? Mais certains autres tableaux sont possédés d'une violence presque féroce. Il y en a un qui représente un matador mort. Brady le regarde pendant presque 5 minutes, les mains derrière le dos, ignorant les gens qui se bousculent derrière lui ou jettent un coup d'œil par-dessus son épaule. Le matador n'est pas mutilé ni rien, mais le sang qui coule de son épaule paraît plus vrai que le sang dans tous les films violents que Brady a pu voir. Et il en a vu beaucoup. Ça l'apaise et lui vide l'esprit. Et quand il sort enfin, il se dit « Il y a forcément un moyen ». Sur une impulsion, il fait un crochet par la boutique de souvenirs et achète tout un tas de merde des Round Here. Quand il ressort 10 minutes plus tard, avec une poche « J'ai fait une attaque de Mac », il ne peut s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil au couloir menant à l'auditorium Mingo. Dans à peine 2 jours, ce couloir ne sera plus qu'une cage de contention remplie de filles surexcitées, rigolant et se bousculant, la plupart accompagnées de parents subissants. De là où il est, il peut voir que le bout du couloir a été séparé en 2 par des cordons en velours. À l'entrée de ce mini-passage aménagé, il y a un autre pied en acier chromé. Brady lit l'écriteau et se dit « Waouh! Waouh !» Dans l'ancien appartement d'Elizabeth Wharton, Janet balance ses chaussures à talons et se jette sur le canapé. « Dieu merci, c'est fini. Ça a duré 1000 ou 2000 ans ?»« 2000, répond Hodges. « T'as l'air de quelqu'un qui aurait bien besoin d'une petite sieste. »« J'ai dormi jusqu'à 8 heures ce matin, » proteste-t-elle. Mais pour Hodges, ça paraît faible comme excuse. Ça n'empêche pas. Étant donné que je dîne en famille à Sugar Heights ce soir, tu pourrais bien avoir raison, Marlowe. Je te libère pour la soirée, d'ailleurs. Je pense qu'on va parler de la comédie musicale que tout le monde adore, Les Millions de Janet. Ça m'étonnerait pas. Je vais partager le butin de Holly avec eux. Pile en 2. Hodges se met à rire. Il s'arrête quand il se rend compte qu'elle est sérieuse. Janet lève les sourcils. Ça te dérange? Tu trouves peut-être que 3 misérables millions et demi, ce n'est pas suffisant pour assurer mes vieux jours? Si, j'imagine que ça suffirait, mais c'est ton argent. Olivia te l'a légué. Oui, et le testament est incontestable. Schron me l'a assuré. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'Olivia avait toute sa tête quand elle l'a établi. Et tu le sais. Tu l'as vu, tu lui as parlé. Elle se masse les pieds à travers ses bas. En plus, si je leur en donne la moitié, je pourrais voir comment ils se la partagent. Pense à la plus-value en termes de rigolade. T'es sûr que tu veux pas que je vienne avec toi ce soir? Pas ce soir, non. Mais demain matin, sûr. Là, je pourrais pas y aller toute seule. Je passerai te prendre à 9h15. Sauf si tu veux dormir chez moi, bien entendu. C'est tentant,
Mais non. Ce soir, c'est petite fête en famille exclusivement. Une dernière chose avant que tu y ailles, très importante. Elle fouille dans son sac à main à la recherche d'un carnet et d'un stylo. Elle écrit quelque chose, arrache la page et la tend à Hodges. Il y voit 2 séries de chiffres. Janet poursuit. Le premier code ouvre le portail de la maison de Sugar Heights. Le deuxième, c'est pour désactiver l'alarme. Quand tu viendras jeudi matin avec ton ami Jérôme pour travailler sur l'ordinateur de Holly, je serai en train d'emmener tante Charlotte, Holly et oncle Henry à l'aéroport. Si le type a bien piraté son ordinateur comme tu le penses, et que le programme est toujours installé, je crois pas pouvoir le supporter. Elle le regarde d'un air suppliant. Tu comprends? Dis-moi que tu comprends. Je comprends, dit Hodges. Il s'agenouille à côté d'elle, comme un homme prêt à faire sa demande en mariage, dans un de ces romans d'amour que son ex-femme aimait lire. Il se sent un peu ridicule, mais pas si ridicule que ça, finalement. « Janet, » dit-il. Elle le regarde, essayant tant bien que mal de sourire. « Je suis désolé. Pour tout. Je suis tellement désolé. » Ce n'est pas seulement pour elle qu'il est désolé, ou pour sa défunte sœur, qui était un tel poids autant pour elle-même que pour les autres. Il est aussi désolé pour ceux qui ont perdu la vie au City Center, surtout pour la jeune mère et son bébé. Quand il a été promu inspecteur, son mentor était un type du nom de Frank Sledge. Hodges le voyait comme un vieux mec, bien qu'à l'époque, Sledge ait eu 15 ans de moins que Hodges aujourd'hui. « Et que je ne t'entende jamais les appeler les victimes », lui avait dit Sledge. « C'est une conception pourrie strictement réservée aux trous du cul et aux stressés chroniques. Souviens-toi de leur nom. Appelle-les par leur nom. » Les Cray, se dit-il. C'étaient les Cray. Janice et Patricia. Janet le prend dans ses bras. Son souffle lui chatouille l'oreille quand elle parle, lui donnant la chair de poule et une demi-gaule. Quand tout ça sera terminé, je retourne en Californie. Je ne peux pas rester. Je tiens énormément à toi, Bill, et si je restais ici, je pourrais probablement tomber amoureuse de toi. Mais je ne resterai pas. J'ai besoin d'un nouveau départ. Je sais. Hodges se recule en la tenant par les épaules pour pouvoir regarder son visage à nouveau. C'est un beau visage, mais aujourd'hui elle fait son âge. Pas de problème. Elle replonge dans son sac, mais pour en sortir des Kleenex cette fois. Après s'être essuyé les yeux, elle dit « T'as conquis un cœur aujourd'hui. » J'ai... Puis il comprend. « Ah, Holly. Elle te trouve merveilleux, elle me l'a dit. » Elle me rappelle Olivia. Lui parler me donne l'impression d'avoir droit à une deuxième chance. De bien faire? Ouais. Elle fronce le nez en lui souriant. Ouais. Cet après-midi, Brady va faire des emplettes. Il prend la Honda de feu Deborah Ann Hartsfield parce qu'elle a un grand coffre. Et pourtant, il y a quand même un article qui rentre juste. Il a pensé s'arrêter au Speedy Postal sur sa route pour voir si le Go-Fergo qu'il a commandé sous le nom de Ralph Jones, son pseudonyme, est arrivé. Mais tout ça lui semble tellement loin à présent. Et franchement, quel intérêt. Cet épisode de sa vie est derrière lui à présent. Et bientôt, toute sa vie sera derrière lui. Et quel soulagement. Il dépose son achat le plus encombrant contre la porte du garage. Puis il rentre dans la maison, et après un bref arrêt à la cuisine pour renifler l'air, pas de relent de décomposition, du moins pas encore, il descend à sa salle de contrôle. Il prononce le mot magique qui allume sa rangée d'ordinateurs, mais seulement par habitude. Il n'a aucun besoin d'aller sous le parapluie bleu de Debbie, car il n'a plus rien à dire au vieux flic. Cet épisode de sa vie aussi est derrière lui. Il regarde sa montre, constate qu'il est 15h30 et calcule que le gros flic n'a plus qu'environ 20 heures à vivre. Si tu te la tapes vraiment, inspecteur Hodges, pense Brady, tu ferais mieux de tremper ton gland tant que t'en as encore un. Il ouvre le cadenas du placard et pénètre dans l'odeur sèche et légèrement huileuse du plastique maison. Il considère la boîte à chaussures remplie d'explosifs, puis choisit celle qui contenait les chaussures de marche Mephisto qu'il porte actuellement, un cadeau de sa mère de Noël dernier. Sur l'étagère du dessus, il attrape la boîte avec les téléphones portables.
Il en prélève un et, avec la boîte marquée Plastic Boom, il va s'installer à l'établi qui occupe le milieu de la pièce et se met au travail, plaçant le téléphone dans la boîte et le connectant à un détonateur des plus basiques, alimenté par 2 piles AA. Il allume le téléphone pour vérifier qu'il marche, puis l'éteint. Les chances que quelqu'un appelle ce numéro par erreur et fasse partir en fumée sa salle de contrôle sont faibles, mais à quoi bon prendre le risque? Les chances que sa mère trouve la viande empoisonnée et s'en fasse cuire une portion étaient aussi faibles, et tu vois ce que ça a donné. Non, ce petit bébé va rester éteint jusqu'à 10 heures demain matin. C'est l'heure à laquelle Brady se rendra sur le parking, à l'arrière des pompes funèbres Soames. Si jamais il croise quelqu'un, Brady dira qu'il voulait juste couper pour rejoindre l'arrêt de bus dans la rue de derrière. Il a vérifié sur MapQuest, il y a bien un arrêt de bus. Mais il ne pense pas croiser qui que ce soit. Ils seront tous à l'intérieur pour la cérémonie funéraire, à chialer comme des veaux. Il utilisera truc 2 pour ouvrir la voiture du vieux flic et posera la boîte à chaussures sous le siège conducteur. Il refermera la Toyota et retournera à sa voiture pour attendre, le regarder passer, le regarder rouler jusqu'à la prochaine intersection où lui, Brady, sera sûr d'être suffisamment à l'abri de l'explosion et des débris volants. Puis, boum, dit Brady, il leur faudra une nouvelle boîte à chaussures pour l'enterrer. C'est plutôt drôle. Et il rigole, tout en retournant au placard pour prendre son gilet suicide. Il va passer le reste de l'après-midi à le démonter. Brady n'en a plus besoin. Il a une meilleure idée. Le mercredi 2 juin 2010 est une belle journée. L'air est doux et le ciel dégagé. On est peut-être encore au printemps selon le calendrier, et l'année scolaire n'est peut-être pas encore terminée, mais tout ça ne change rien au fait que c'est un jour d'été parfait en plein cœur de l'Amérique. Bill Hodges, en costume, mais encore merveilleusement libre de toute cravate, est dans son bureau, parcourant une liste de cambriolages de voitures que Marlo Everett lui a envoyée par fax. Il a imprimé une carte de la ville et marque d'un point rouge tous les lieux des vols. Il aura de la marche à faire dans un futur très proche, peut-être même beaucoup de marche si l'ordinateur d'Olivia ne donne rien. Mais il se peut tout à fait que certaines des victimes aient repéré un même véhicule, parce que Mr. Mercedes devait observer les propriétaires des véhicules ciblés. Hodges en est certain. Il devait s'assurer qu'ils étaient partis avant de déverrouiller leur voiture avec son gadget. Il les a observés comme il m'observe moi, se dit Hodges. Ça déclenche quelque chose dans son esprit. L'étincelle d'un début d'association d'idées, vive mais évanouie avant qu'il ait pu identifier ce qu'elle essayait d'illuminer. C'est pas grave. S'il y a vraiment quelque chose à en tirer, ça reviendra. En attendant, il continue de repérer des adresses et de dessiner des points rouges. Il lui reste 20 minutes avant de devoir nouer sa cravate et de partir rejoindre Janet. Brady Hartsfield est dans sa salle de contrôle. Pas de migraine aujourd'hui, et ses pensées, si souvent embrouillées, sont aussi nettes que les différents fonds d'écran de la horde sauvage de ses ordinateurs. Il a retiré les blocs d'explosifs de son gilet suicide et a délicatement déconnecté les câbles du détonateur. Certains des blocs ont atterri dans un coussin rouge vif, flanqué de l'élégant slogan « Pose ton cul ». Il en a glissé 2 de plus, remodelés en cylindre et reliés au détonateur, au fond d'une poche urinaire Urinesta bleu fluo. Ceci accompli, il appose soigneusement un autocollant sur la paroi de la poche. Il l'a acheté hier, ainsi qu'un t-shirt souvenir à la boutique du Mac. L'autocollant dit « Fan numéro 1 des Round Here ». Il consulte sa montre, presque 9 heures. Maintenant, le gros tas de vieux flics n'a plus qu'1 heure et demie à vivre. Peut-être un peu moins. L'ancien coéquipier de Hodges, Pete Huntley, est assis dans une des salles d'interrogatoire, non parce qu'il a des gens à interroger, mais pour se mettre à l'écart de l'agitation du matin et du va-et-vient incessant des bureaux de la brigade. Il a des notes à relire. Il doit tenir une conférence de presse à 10 heures sur les dernières et sombres révélations de Donald Davis,
et il ne veut pas foirer. Le tueur du City Center, Mr. Mercedes, est la moindre de ses préoccupations. À Lowtown, à l'arrière d'une boutique de prêteurs sur gage, des armes sont vendues et achetées par des trafiquants se croyant à l'abri des regards. Jérôme Robinson est à son ordinateur, cherchant des clips audio sur un site internet appelé Le Son Juste. Il écoute un rire de femme hystérique. Un type siffler « Danny Boy », un autre faire des gargarismes, et une femme apparemment en proie à un orgasme. Enfin, il trouve le son qu'il cherchait. Le titre est simple, « Pleurs de bébé ». Au rez-de-chaussée, Barbara, la sœur de Jérôme, déboule en courant dans la cuisine, suivie de près par Odelle. Elle porte une jupe pailletée, des sabots bleus à la semelle qui claquent, et un t-shirt avec la photo d'un adolescent beau gosse. Sous son sourire éclatant et sa coiffure étudiée, il y a écrit « Cam Forever ». Elle demande à sa mère si cette tenue ne fait pas trop bébé pour le concert. Sa mère, se souvenant probablement de la tenue qu'elle-même portait à son premier concert, sourit et lui dit que c'est parfait. Barbara demande si elle peut lui emprunter ses longues boucles d'oreilles Peace and Love. Oui, bien sûr. Son rouge à lèvres. Oui, pourquoi pas. De la poudre à paupières? Ah non, désolé. Barbara rigole d'un air de dire qui ne tente rien à rien et lui fait un énorme câlin. « Il me tarde trop d'être demain soir, » dit-elle. Holly Gibney est dans la salle de bain de la maison de Sugar Heights, souhaitant désespérément pouvoir échapper à la cérémonie d'hommage, sachant pertinemment que sa mère ne l'y autorisera jamais. Si elle oppose le fait qu'elle ne se sent pas bien, sa mère lui balancera un de ces retours de service dont elle a le secret depuis l'enfance de Holly. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et si Holly lui opposait qu'on se fout de ce que pensent les gens, qu'elles ne les reverront jamais de leur vie, à l'exception de Janet, sa mère la regarderait comme si Holly parlait une langue étrangère. Elle prend son Lexapro, mais son estomac se noue pendant qu'elle se brosse les dents et elle vomit le médicament. Charlotte l'appelle et lui demande si elle est bientôt prête. Holly lui répond oui, bientôt. Elle tire la chasse et se dit « Au moins il y aura le petit ami de Janet. Bill, il est gentil. » Janet Patterson est en train de s'habiller méticuleusement dans l'appartement de sa défunte mère. Collant noir, jupe noire, veste noire, sur un chemisier du plus profond bleu nuit. Elle repense à ce qu'elle a dit à Bill, qu'elle tomberait probablement amoureuse de lui si elle restait. C'était un fabuleux euphémisme, car elle est déjà amoureuse de lui. Elle est sûre que ça ferait sourire un psy, qui lui parlerait de complexe d'Oedipe. Sur quoi Janet sourirait en retour et répliquerait que tout ça, c'est que des conneries freudiennes. Son père à elle était un comptable chauve qui n'était quasiment jamais là, même quand il y était. Et s'il y a bien un truc que l'on peut dire de Hodges, c'est qu'il est là. C'est ce qu'elle aime chez lui. Elle aime aussi le chapeau qu'elle lui a acheté, ce borsalino à la Philippe Marlowe. Elle regarde l'heure et voit qu'il est 9h15. Il a intérêt à arriver bientôt. Sinon, elle le tue. Il est à l'heure et il a mis le chapeau. Janet lui dit qu'il est beau. Il lui répond qu'elle est bien plus que ça. Elle sourit et l'embrasse. « Allez, finissons-en avec tout ça, » dit-il. Janet fronce le nez et dit « Ouais ». Ils roulent jusqu'aux pompes funèbres, où ils sont une fois de plus les premiers arrivés. Hodges escorte Janet jusqu'au salon repos éternel. Elle parcourt la pièce des yeux et hoche la tête en signe d'approbation. Un programme de la cérémonie a été posé sur le siège de chaque chaise pliante. Le cercueil a disparu, remplacé par une table faisant vaguement office d'autel où des gerbes de fleurs printanières ont été disposées. Du Brahms, réglé si bas qu'on l'entend à peine, est diffusé par les haut-parleurs de la salle de réception. « C'est bon ?» demande Hodges. « Ça ira très bien. » Elle prend une profonde inspiration et répète ce qu'il lui a dit 20 minutes plus tôt. « Allez, finissons-en. » Il y a à peu près les mêmes personnes qu'hier. Janet les accueille devant la porte. Pendant qu'elle serre des mains, donne des accolades et échange quelques mots de circonstance, Hodges se tient sur le côté, surveillant la circulation.
il ne voit rien qui éveille ses soupçons. Pas même une certaine Subaru couleur boue qui passe sans ralentir. Une Chevrolet de location, avec un autocollant Hertz sur le pare-brise, fait le tour par l'arrière et vient se garer sur le parking. Peu de temps après, oncle Henri apparaît, précédé de sa bedaine de cadre d'entreprise, ballottant doucement. Tante Charlotte et Holly le suivent, Charlotte une main gantée de blanc cramponnée juste au-dessus du coude de sa fille. Elle évoque à Hodges une matonne conduisant une détenue, probablement une droguée, au mitard. Holly est encore plus pâle qu'hier, si tant est que ce soit possible. Elle porte le même sac en jute marron informe et a déjà bouffé tout son rouge à lèvres. Sa bouche tremble quand elle sourit à Hodges. Il lui tend sa main, qu'elle serre avec une force décuplée par la panique, jusqu'à ce que Charlotte la traîne dans la maison des morts. Le maître de cérémonie est un jeune prêtre de la même église que Mrs. Wharton, du temps où elle était encore en assez bonne santé pour sortir le dimanche. Comme on pouvait s'y attendre, il lit le passage du livre des Proverbes sur la femme vertueuse. Hodges est disposé à croire que la défunte valait bien plus que des rubis. Quant à savoir si elle travaillait la laine et le lin, il a des doutes. Toujours est-il que c'est poétique, et à la fin du discours, les larmes coulent. Le prêtre a beau être jeune, il est suffisamment intelligent pour ne pas essayer de faire l'éloge d'une personne qu'il connaissait à peine. Au lieu de quoi, il invite les participants à venir partager leurs précieux souvenirs d'Élisabeth. Plusieurs personnes s'avancent, à commencer par Althea Green, son infirmière, pour terminer par sa deuxième et dernière fille. Janet est calme, brève et simple. « J'aurais aimé que l'on ait plus de temps », conclut-elle. Brady se gare au coin de la rue à 10h05 et remplit soigneusement le parc-mètre de pièces jusqu'à ce que le petit drapeau vert, avec Max écrit dessus, apparaisse. Après tout, une simple contravention avait suffi pour retrouver le fils de Sam. Il prend le sac en tissu qui se trouve sur le siège arrière. Le sac proclame « Kroger » d'un côté et « J'aime ma planète » de l'autre. Dedans, il y a truc de posé sur la boîte à chaussures Mephisto. Il tourne au coin de la rue et passe devant les pompes funèbres Soames d'un pas rapide. Un citoyen comme un autre faisant une course matinale. Son visage est calme, mais son cœur martèle sa poitrine comme un piston à vapeur. Il ne voit personne à l'extérieur et les portes sont fermées. Mais il est toujours possible que le vieux flic ne soit pas avec les autres invités. Il peut très bien se trouver dans une autre pièce à l'arrière, à guetter les personnes suspectes. À le guetter, lui, en d'autres termes. Brady le sait. « Qui ne tente rien n'a rien, mon lapin », lui murmure sa mère. C'est vrai. Et il estime que le risque est minime. Si Hodges se tape la blondasse, ou espère se la taper, il la suit sûrement de près. Arrivé au bout de la rue, Brady fait demi-tour, rebrousse chemin et entre dans l'allée de la maison Soames sans hésitation. Il perçoit de la musique, du classique à la con. Il repère la Toyota de Hodges. Il s'est garé contre la clôture du fond, en marche arrière, de manière à pouvoir sortir rapidement une fois les festivités terminées. La dernière virée de l'offrette, se dit Brady. Une virée de courte durée, mon pote. Il passe derrière le plus gros des deux corbillards, et ainsi dissimulé à la vue de quiconque regarderait par les fenêtres de derrière, il sort truc d'eux du sac et déplie l'antenne. Son cœur bat plus fort que jamais. Il y a eu des fois, très peu, où son gadget n'a pas fonctionné. La lumière était passée au vert, mais la voiture ne s'était pas ouverte. Un bug dans le programme ou le microprocesseur. Si ça ne marche pas, glisse la boîte à chaussures sous la voiture, lui conseille sa mère. Bien sûr, ça ferait tout aussi bien l'affaire, ou presque aussi bien, mais ça ne serait pas aussi classe. Il pousse l'interrupteur à bascule. La lumière verte clignote, et les phares de la Toyota aussi. Hurrah! Il se dirige vers la voiture du gros flic, comme s'il avait tous les droits d'être là. Il ouvre la portière arrière, sort la boîte à chaussures du sac, allume le téléphone et pose la boîte sous le siège conducteur. Il referme la portière et sort du parking, se forçant à marcher lentement et posément.
Alors qu'il est en train de dépasser le bâtiment, Deborah Ann Hartsfield se manifeste à nouveau. « T'as pas oublié quelque chose, mon lapin ?» Il s'arrête, réfléchit, puis fait demi-tour et pointe l'antenne de truc 2 en direction de la voiture de Hodges. Les phares clignotent et le verrouillage se fait. Après les témoignages et la minute de silence, pour vous recueillir selon votre désir, le prêtre demande au Seigneur de les bénir, de les protéger et de leur donner à tous la paix. On entend le froissement des vêtements, les programmes sont rangés dans les sacs à main et les poches des vestes. Holly a l'air d'aller bien, jusqu'à ce que ses genoux la lâchent en plein milieu de l'allée. Hodges se précipite, avec une rapidité surprenante pour un homme de sa corpulence, et l'attrape sous les bras avant qu'elle ne s'écroule. Ses yeux se révulsent, et l'espace d'un instant, elle est sur le point de tomber carrément dans les pommes. Puis ses yeux se remettent en place et refont la mise au point. Elle voit Hodges et lui sourit faiblement. « Holly, arrête ça tout de suite, veux-tu » dit sévèrement sa mère, comme si elle venait de proférer quelques blagues grossières et de mauvais goût, et non de manquer s'évanouir. Hodges s'imagine quel plaisir ce serait de balancer un revers de la main à travers la figure abondamment poudrée de Tatissé. Ça la réveillerait peut-être, se dit-il. « Je vais bien, maman, » dit Holly, puis à Hodges. « Merci. » Il lui demande. « Vous avez déjeuné ce matin, Holly ?»« Elle a mangé des flocons d'avoine, » annonce tante Charlotte, « avec du beurre et du sucre de canne. C'est moi qui les lui ai préparés. Tu aimes bien être le centre du monde des fois, n'est-ce pas, Holly ?» Elle se tourne vers Janet. « S'il te plaît, très cher, ne traîne pas trop. Henri ne sert à rien pour ce genre de choses, et je ne peux certainement pas accueillir tous ces gens toute seule. » Janet passe son bras sous celui de Hodges. « Je n'y comptais pas. » Tante Charlotte lui adresse un sourire pincé. En retour, le sourire de Janet est splendide. Et Hodges admet que sa décision de céder la moitié de son héritage est tout aussi splendide. Quand tout ça sera réglé, elle ne sera plus jamais obligée de revoir cette désagréable bonne femme. Elle ne sera même plus obligée de répondre à ses appels. L'assistance émerge au soleil. Dans l'allée, il y a des bavardages du genre « Quelle merveilleuse cérémonie !» Puis les gens commencent à s'éparpiller et à retourner à leur voiture. Oncle Henri et tante Charlotte font de même, Holly coincée entre eux. Hodges et Janet les suivent. Alors qu'ils arrivent sur le parking de derrière, Holly se libère prestement de ses gardes du corps et pivote vers Hodges et Janet. « Je peux monter avec vous, s'il vous plaît? Laissez-moi monter avec vous. » Tante Charlotte, la bouche si pincée que ses lèvres en disparaissent presque, surgit derrière sa fille. « Vos simagrées commencent à me fatiguer, mademoiselle. » Holly l'ignore. Elle étreint la main de Hodges dans un étau glacial. « S'il vous plaît, s'il vous plaît. » « Moi, ça me va, » dit Hodges. Si Janet nie. Tante Charlotte se met à sangloter. Un son déplaisant. Des cris rauques de corbeaux dans un champ de maïs. Hodges la revoit se pencher sur Mrs. Wharton et embrasser ses lèvres froides. Et une pensée désagréable lui traverse l'esprit. Il avait mal jugé Olivia. Il se peut qu'il ait mal jugé aussi Charlotte Gibney. Après tout, on ne peut pas s'arrêter à la surface avec les gens. « Mais Holly, tu ne connais même pas cet homme. » Janet pose une main bien plus chaude sur le poignet de Hodges. « Pourquoi ne montes-tu pas avec eux, Bill? Il y a plein de place dans la voiture. Tu peux monter à l'arrière avec Holly. » Elle se tourne vers sa cousine. « Ça te va comme ça? »« Oui. » Holly est toujours cramponnée à la main de Hodges. « C'est parfait. » Holly s'adresse à son oncle. « On fait comme ça? » « Bien sûr. » Il donne une petite tape joviale sur l'épaule de Holly. « Plus on est de fous, plus on rit. »« C'est ça. Accorde-lui encore plus d'attention, » dit tante Charlotte. « C'est ce qu'elle aime. N'est-ce pas, Holly? » Elle se détourne vers le parking sans attendre de réponse, ses talons communiquant son message d'indignation en morse. Hodges regarde Janet. « Et ma voiture? »« Je la prends. Passe-moi les clés. » Et quand il les lui tend, « Il y a autre chose dont j'ai besoin. » « Ouais. » Elle lui pique son borsalino, le met et l'abaisse sur son sourcil gauche, en lui donnant la parfaite inclinaison nonchalante. Elle fronce le nez et répète
Ouais. Brady s'est garé en haut de la rue des Pompes Funèbres, le cœur battant plus fort que jamais. Il a un téléphone portable à la main. Le numéro du portable connecté à la bombe sous le siège de la Toyota est inscrit sur son poignet. Il regarde les invités faire cercle dans l'allée. Impossible de rater le gros flic. Dans son costume noir, il est aussi gros qu'une maison, ou qu'un corbillard. Il porte un chapeau démodé totalement ridicule, du genre que portaient les flics dans les vieux films policiers en noir et blanc des années 50. Les gens commencent à se diriger vers le parking, et un petit moment plus tard, Hodges et la pétasse blonde aussi. Brady suppose que la blondasse sera avec lui quand la voiture explosera. Comme ça fera un bon coup de ménage. La mère et les 2 filles. L'élégance d'une équation à plusieurs variables, résolue. Les voitures sortent du parking une à une, venant toutes dans sa direction, car c'est la route à prendre si l'on veut se rendre à Sugar Heights. Le soleil se reflète dans les pare-brises, ce qui n'aide pas. Mais il n'y a aucun doute à avoir quand la Toyota du vieux flic pointe son nez au bout de l'allée, s'arrête une seconde, puis débouche dans la rue. Brady ne regarde même pas la Chevrolet de location d'Oncle Henry quand elle le dépasse. Toute son attention est concentrée sur la voiture du gros flic. Quand elle le croise, il ressent une pointe de déception. La pétasse a dû monter avec sa famille, car il n'y a que le conducteur dans la Toyota. Brady n'a pu y jeter qu'un bref coup d'œil, mais même avec la réverbération du soleil, le stupide chapeau du vieux flic ne trompe pas. Brady compose un numéro. « J'ai dit que tu me verrais pas arriver. C'est pas vrai, fils de pute ?» Il appuie sur « Appeler ». Alors que Jeannet se penche pour allumer la radio, un téléphone se met à sonner. Le dernier son qu'elle émet sur cette terre, tout le monde devrait être aussi chanceux, est un rire. « Idiot !» pense-t-elle affectueusement. « T'as encore oublié ton téléphone. » Elle va pour ouvrir la boîte à gants. Une deuxième sonnerie. Ça ne vient pas de la boîte à gants. Ça vient de derrière. Il n'y a plus aucun bruit. Du moins, aucun qu'elle entende. Juste la sensation momentanée d'une main poussant fortement le siège du conducteur. Puis le monde vire au blanc.